Bonjour à toutes et tous. Déjà, au nom de toute l'équipe Minergie Suisse romande, on vous adresse nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. On est très content de vous retrouver pour ce nouveau Minergie savoir-faire actuel qui traitera aujourd'hui de maximiser l'utilisation de lumière naturelle dans un bâtiment Minergie. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Bernard Paul qui va se présenter. Bonjour à tous et à mon tour, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Donc, je suis Bernard Paul, j'ai une formation d'architecte, mais je dois avouer que j'ai jamais exercé en tant qu'architecte puisque je suis tombé dans le thème de la lumière naturelle avant même de finir mes études et donc j'ai poussé sur cette thématique depuis que j'exerce. Et puis, je suis l'un des cofondateurs du bureau Estia, qui est sur le parc scientifique de l'innovation à l'EPFL. Et notre quotidien, c'est de travailler sur l'enveloppe des bâtiments pour minimiser la consommation d'énergie et pour garantir le confort des utilisateurs sur les thèmes de la lumière, mais aussi le chaud, le froid, la qualité de l'air. Alors, pour commencer, j'ai choisi cette image en introduction. Peut-être que certains reconnaîtront, c'est une école qui est située au sommet de la cité de Firminy, donc de Le Corbusier. C'est pas toujours un très bon exemple au niveau performance énergétique, les bâtiments de Le Corbusier, mais j'aime bien cette image parce qu'elle exprime bien ce qu'on pourrait attendre de la lumière naturelle, c'est-à-dire des apports conséquents. Ici, on a même un apport bilatéral à gauche et à droite. On a aussi la question des matériaux qui est présente ici avec la clarté des murs, avec les couleurs qui sont utilisées, avec la brillance aussi sur le sol. Et en fait, quand on conçoit un espace, si on le pense avec la lumière du jour, normalement, ça le change, ça l'améliore, ça le rend plus appréciable par ses utilisateurs. Alors, voilà, quels sont les objectifs en fait qu'on devrait se fixer lorsqu'on s'occupe de lumière naturelle dans les bâtiments? Bien, la première chose, c'est d'offrir des apports de lumière qui soient conséquents, qui correspondent aux tâches que les gens vont effectuer. Donc, plus les tâches sont précises, plus il faut de la lumière. Il faut, dans le même temps, maîtriser les risques d'éblouissement, c'est-à-dire que la concurrence entre la tâche à effectuer et puis les sources de lumière présentes dans le champ visuel peut être négative. Et donc, il faut maîtriser ces risques. Il faut aussi offrir une vue vers l'extérieur parce que c'est le contact avec le temps qui passe, avec le climat. Ça permet aussi, quand on regarde à l'extérieur, de reposer l'œil parce qu'on regarde à une distance telle que l'œil ne fait plus d'efforts pour accommoder. Et puis, bien sûr, il faut assurer un bilan global équilibré. Et là, je vais commencer par ça, en fait, bien que ce soit le dernier point que j'aborde. Un bilan équilibré, ça veut dire, bien sûr, avoir une stratégie pour utiliser la lumière, mais aussi avoir une stratégie par rapport aux besoins de chaleur en hiver, par rapport au risque de surchauffe en été, et puis aussi par rapport à la qualité de l'air. Et en fait, ces quatre thématiques, elles sont toutes associées aux ouvertures, à la façade et aux trous dans la façade, en fait, aux fenêtres. Et c'est pour ça que c'est important de tout gérer en même temps et pas de dire seulement je vais faire un bâtiment très isolé, ou je vais faire un bâtiment très bien ventilé, ou je vais faire un bâtiment très bien éclairé. Il faut essayer de trouver le bon compromis. Alors, pour trouver ce bon compromis, je pense que c'est important, au tout départ du projet, de travailler sur la coupe du bâtiment. Ici, c'est un exemple sur lequel j'ai travaillé il y a très longtemps, en fait, mais que j'aime bien et qui, je trouve, illustre bien cette importance de travailler sur la coupe. C'est le musée d'intérêt national de Grenoble, donc fait par les architectes Groupe 6. Dans ce musée, il y a certaines salles qu'on appelle les salles du XXe siècle, pour lesquelles il était prévu de faire un système de sheds orientés au nord. Et il y avait quelque chose en conflit avec l'emplacement des cimaises, donc l'endroit où on accroche les œuvres, qui était parallèle au plan des vitrages. Et en fait, cette disposition, à l'origine, provoquait des forts contrastes, en fait, c'est-à-dire beaucoup de lumière sur la partie à gauche et très peu sur la partie à droite. Et en plus,
les observateurs, en fait, se trouvaient dans des conditions très différentes selon de quel côté ils étaient des simèses, soit beaucoup de lumière, parfois même des reflets, soit de l'autre côté, peu de lumière sur l'œuvre, et en plus la vision du ciel, donc un risque d'éblouissement. Alors, bon, on a travaillé avec les architectes pour savoir comment régler ce problème sans changer le principe de l'architecture et des shades. Et puis la solution qu'on a trouvée, c'est d'agir sur la pointe basse de ces shades et puis de la retourner en fait. La retourner, ça permettait d'offrir une surface verticale qui allait réfléchir une partie de la lumière qui rentrait et de réduire donc le flux qui rentrait directement sur qui atteignait ces simèses. Alors on a fait des essais, des simulations, des maquettes à l'époque, et on a décidé du meilleur endroit pour couper cette pointe pour arriver à un équilibre quasiment parfait, c'est un peu exagéré, mais la même quantité de lumière des deux côtés de la paroi lorsque le ciel est couvert. Et en faisant ça, en fait, on améliorait, déjà on réduisait la quantité de lumière sur la face très exposée, ce qui est plutôt favorable pour la conservation des œuvres, et puis on augmentait la quantité de lumière sur la face qui était dans l'ombre, tout en réduisant, enfin tout en coupant la vision du ciel, et ce qui résolvait donc beaucoup de problèmes avec juste une décision sur la coupe du bâtiment. Ça, c'est l'image de ce musée que je vous recommande de visiter parce qu'il a des collections très intéressantes. Et historiquement, c'est un beau musée avec des conservateurs audacieux. Vous voyez ici que la luminance des façades des différentes simèses ici est assez homogène et il n'y a pas trop d'écart. Et pourtant, on perçoit qu'on est dans une journée ensoleillée, donc c'est des journées un peu critiques. Travail sur la coupe, mais aussi sur la géométrie. Alors là, c'est un petit bâtiment sur lequel nous travaillons en ce moment. C'est un objet en rénovation, avec une façade très particulière puisqu'elle est inclinée. Et puis, eh bien, quand l'observateur est debout, on voit ici, on sent qu'on a un effet de casquette et que le ciel, on ne le voit pas tellement en fait. Donc là, l'une des options qu'on est en train d'étudier, c'est comment relever le niveau du linteau ici pour ouvrir l'espace vers le ciel. Alors, j'ai choisi ici une vision avec la position d'une personne debout. C'est vrai qu'une personne assise aurait l'œil un peu plus bas et donc verrait un peu mieux le ciel. Mais d'une manière générale, chaque fois qu'on peut réduire la retombée du linteau, on va agir sur la quantité de lumière qui va aller au fond de la pièce et donc on va activer en fait plus de surface du local. Ça, c'est un point très important. La géométrie de la façade aussi, il faut avant tout penser aux usagers. Ici, c'est un cas un peu particulier. C'est une expérience que j'ai eue. C'est un bâtiment de soins. Et j'étais allé visiter quelqu'un qui avait une fracture, donc qui était alité. Et voilà ce que la personne voyait depuis son lit. En fait, la menuiserie ici était exactement à la hauteur de son œil et coupait tout l'horizon. Et pourtant, derrière ce barreau noir, en fait, il y avait des étangs et des oiseaux. Donc plutôt quelque chose d'agréable et de profitable aussi pour la remise en forme du patient. Et le comble, c'est qu'en fait, après quelques jours, la personne a pu se lever, elle est allée s'asseoir sur un fauteuil qui était par là, et en fait, son œil, la hauteur de son œil était exactement à la même hauteur que dans son lit, donc il y avait le même problème. Donc, peut-être qu'ici, il fallait juste, au moins sur une partie du vitrage, supprimer cet élément-là pour donner accès à cette vision de l'horizon. C'est des détails, en fait, mais pensez aux usagers, à leur posture, à leur état, aux tâches qu'ils vont effectuer, etc. Toujours travail sur la géométrie. Ici, c'est l'exemple d'une salle de sport. C'est un exemple sur lequel on a travaillé lors d'un concours avec des architectes vaudois. Dans la première variante, on a ici des ouvertures qui sont en façade, qui font le pourtour de la toiture. Et en fait, avec un système comme ça, on a des parois qui ne sont pas, sauf si le soleil passe d'un côté, les parois ne sont pas éclairées, elles sont à contre-jour. On a un risque d'éblouissement direct parce qu'on voit le ciel, donc potentiellement le soleil. Et ça peut faire aussi des taches de soleil sur le sol et peut-être gêner l'activité. Tout ça, en fait, c'est vrai que ça nous offre une vue partielle sur le ciel, ce qui est un élément positif, mais
ça fait pas mal d'inconvénients. L'autre option, c'est de situer ces ouvertures, c'était de situer ces ouvertures sur la toiture et de choisir des lanterneaux diffusants. Alors c'est un peu moins glamour, mais dans ce cas-là, en fait, on voit qu'ici, ça apporte de la lumière sur les façades. Ça veut dire que en éclairant les façades, on éclaire l'entier de l'espace, on écarte un peu les limites. Plus les parois sont claires, plus elles sont perçues comme, plus l'espace est perçu comme étant de grandes dimensions, etc. Alors, les parois sont plus claires, il n'y a pas d'éblouissement direct puisque le matériau est diffusant, donc le soleil ne peut pas passer, donc il n'y a pas de taches sur le sol ou sur les murs. Bon, en contrepartie, on n'a pas de vue sur l'extérieur. Ceci dit, dans ce cas-là, il y avait des vues sur un point particulier de la salle. Voilà, ceci pour dire que ça revient un petit peu à ce travail en couple que j'évoquais tout à l'heure. C'est important en fait de raisonner dès le début sur les activités et les usagers et la façon dont on va mettre en scène l'espace avec la lumière du jour. Ici, c'est vraiment un petit exemple, comment dire, vraiment très sommaire. C'est un espace où il y avait la possibilité de mettre 2 lanterneaux de 1 mètre carré. Et en fait, la possibilité de regrouper cette surface avec la même surface vitrée, mais en une seule fois, en fait, on voit que dans ce cas-là, on augmente la quantité de lumière, de quasiment 30 ou 35%, et puis on modifie un petit peu l'apparence du local en éclairant un peu mieux les parois. L'idée, c'est que chaque fois qu'on fait une ouverture, en fait, c'est une complexité, c'est un point de faiblesse, c'est des raccords, c'est des ponts thermiques possibles et tout, ou de l'étanchéité. Donc, dans un cas comme ça, il faut rationaliser le choix. L'enjeu ici n'était pas énorme, mais bon, c'est un exemple facile à comprendre. Un autre point qui est vraiment très important par rapport à la lumière du jour, mais aussi à l'éclairage artificiel, c'est la clarté des parois. Alors, ces 2 simulations, je les avais faites pour un MOOC, un cours organisé par l'Agence de la maîtrise de l'environnement en France pour les pays tropicaux humides. Il y a des enjeux particuliers pour le bâtiment durable là-bas. Et bon, là, j'avais pris un exemple vraiment extrême. J'ai dit, voilà, dans ces pays, il y a des bois sombres, il y a de l'acajou. J'ai fait une salle complètement tapissée d'acajou. Puis je montre ici un modèle plus standard où le plafond est blanc, les murs sont pas trop sombres et le sol est un sol qu'on pourrait qualifier de bois clair. Et alors, cette simulation, bon, c'est un parti pris en fait. Toute image, disons, prend un parti sur ce qu'on présente, mais si maintenant on analyse les valeurs, ici les valeurs d'éclairement pour un ciel couvert, donc un temps défavorable, on voit que sur le tableau, entre ces 2 variantes, on arrive à doubler la quantité de lumière sur le tableau dans cette salle de classe. Et puis si je regarde la table la plus reculée par rapport à la façade, on multiplie par 3. Donc ici, on voit bien que la clarté des matériaux, indépendamment de toute géométrie, influence vraiment beaucoup la possibilité qu'on a d'activer la partie arrière des locaux. Alors c'est très vrai pour les locaux scolaires enfin il y a toujours des salles de grande dimension, on est toujours à 7, 8, parfois plus loin que ça, de 8, 9 mètres de la façade. Et c'est important de prendre des mesures pour apporter de la lumière dans les lieux les plus éloignés des façades. Il faut aussi travailler sur les technologies. Alors, ici, je montre l'exemple des verres à changement de teinte, verres à teinte variable. Il y a aujourd'hui deux technologies qui sont sur le marché, qui fonctionnent assez bien, suffisamment bien pour qu'on ait pas mal d'exemples en service, parfois depuis plusieurs années, donc c'est plutôt satisfaisant. À gauche, ce sont les verres électrochromes. Ici, on a 3 types de vitrages différents, mais toujours avec la même technique d'électrochrome. Ça veut dire qu'il y a un champ électrique qu'on peut activer ou pas et qui va assombrir ou pas le vitrage. Ici, on a un produit qui permet d'avoir une gradation dans cet assombrissement. Celui-ci, il était activable par zone, et puis ça, c'est encore un 3e produit. L'idée, c'est de coupler finalement la présence du soleil avec la teinte du vitrage pour gérer en même temps le coefficient G, donc le facteur solaire,
qui peut, dans ces cas-là, descendre entre 3 et 5%. Ça veut dire assurer une vraie protection solaire. Et puis, selon les produits, en termes de transmission visible, descendre jusqu'à moins de 1% pour l'un des produits ici qui est montré. Ça veut dire qu'on arrive aussi à résoudre des problèmes d'éblouissement et de confort visuel. Et puis là, c'est un autre matériau. En fait, cet exemple-là, il est pris sur le bâtiment de la tour Firmenich à Genève, qui a été racheté par la Caisse de pension de l'État de Genève et qui va être transformé en locaux de différentes activités. Et l'architecte avait fait le choix d'assurer la protection solaire avec un vitrage à teinte variable. Et on a donc testé différents produits pendant tout un été. C'était assez intéressant. Et là, c'est une autre technologie qui n'est pas du tout liée à l'usage d'électricité. C'est des verres thermochromes. Et en fait, quand le soleil frappe ces verres, il chauffe l'une des couches qui se teinte. Et on voit ici que l'ombre du linteau et puis de l'embrasure fait que ces parties externes du vitrage ne sont pas chaudes, donc elles restent assez claires. Puis la partie qui est au soleil, donc qui s'est échauffée, se teinte et ça assure une protection contre la surchauffe et contre l'éblouissement. Disons, ça sombrit un peu moins que ces verres-là, mais c'est déjà une prestation. Et ici, c'est un vitrage témoin clair, enfin, le vitrage d'origine. Ceci pour dire que ces technologies, ça bouge sans arrêt. C'est comme dans l'éclairage artificiel. On a vu arriver les LED dans les années, disons, il y a 10-15 ans. Et puis aujourd'hui, c'est complètement généralisé. En fait, l'utilisation de ces technologies, c'est intéressant dans certains cas. Je pense par exemple pour ces vitrages électrochromes ou ces thermochromes, ça peut être intéressant en rénovation, là où on a du mal à mettre des protections mobiles extérieures. Par exemple dans une tour, comme la tour Firmenich, parce que entretenir des stores à grande hauteur, c'est compliqué. Voilà, il faut se tenir au courant et évaluer le potentiel offert par les technologies qui sont à notre disposition. Alors, toujours le travail sur la façade, c'est pas mal aussi de prendre un peu de recul par rapport aux tendances. En fait, l'architecture, c'est comme la mode, c'est sujet à des tendances. Et on voit parfois, disons, dans une période donnée, fleurir des tas de solutions qui se ressemblent et qui ne sont pas forcément les bonnes. Ici, c'est 6 bâtiments. J'ai pris ces photos à la Confluence. La Confluence, c'est à Lyon. C'est l'endroit où le Rhône et la Saône se rejoignent. Ça fait une presqu'île en pointe, au sud de la ville. À l'origine, cette portion de la ville était dédiée à des activités plutôt de logistique. Et puis aujourd'hui, ça a été libéré de ces activités. Et maintenant, il y a des tas de locaux administratifs, de bâtiments qui se sont construits. Et tous ceux qui se sont construits il y a, mettons, 5 à 6 ans, ont une double c'est pas une double peau, enfin, là, ici, c'est une double peau, mais une couche supplémentaire, disons. Or, je pense qu'on peut dire qu'avec un bon vitrage et une bonne protection mobile extérieure, on arrive, en fait, à gérer l'ensemble des flux dont j'ai parlé, le chaud, le froid, l'air, etc. Et quand on ajoute une couche supplémentaire, bien, en fait, on ne règle pas de problème parce qu'on a une solution fixe. Et cette solution fixe, vous allez voir que, en fait, elle dégrade la performance. Ici, j'ai fait des simulations sur 4 bâtiments, un bâtiment standard avec des ouvertures horizontales, un des bâtiments que je vous ai montré précédemment, qui est de Rudy Ricciotti. Ça, c'est un bâtiment le nom de l'architecte m'échappe, ainsi que celui-ci. Mais vous voyez ici un système de lames en béton fibré haute performance, ici des lames en aluminium, et puis là, de la tôle perforée avec des motifs particuliers. Si on regarde la consommation d'énergie de ces bâtiments, donc celui-ci, cette colonne-là, ça correspond à ce bâtiment, ainsi de suite. Donc les 4 bâtiments, pardon. On voit que, bien sûr, en mettant une couche supplémentaire, on augmente la consommation liée à l'éclairage. Ça paraît très logique, on masque la lumière du jour. Donc ici, on arrive à quasiment un rapport de 1 à 2 pour la lumière entre ce bâtiment et ce bâtiment. Mais il n'y a pas seulement ça, on voit aussi que les besoins de froid, ici, sont moins élevés dans ce cas-là que dans ce cas-là. Pourquoi? C'est parce que ces 3 bâtiments ici, ils ne peuvent pas avoir de protection solaire externe parce que c'est très complexe de mettre une protection mobile
entre la couche qu'on a rajoutée et les vitrages, parce qu'on n'arrive pas à maintenir, à entretenir, à nettoyer, etc. Donc en fait, ces bâtiments-là, ils ont des stores intérieurs, souvent des stores en toile, et du coup, ils arrivent moins bien à gérer les gains solaires, notamment le matin en été, lorsque le soleil est un peu bas. Et puis, même les besoins de chaleur, en fait, sont plus faibles dans ce bâtiment, parce que ces bâtiments-là, ces solutions-là, n'ont pas de possibilité d'avoir des gains solaires autant qu'il le faudrait en hiver, par exemple. Donc, au total, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bâtiment, on a proposé des solutions qui sont moins efficaces sur les trois thèmes ici. Il y a bien sûr la vue aussi qu'on pourrait évaluer. On dégrade la vue en mettant quelque chose, une grille devant le regard. Et puis il y a une dernière chose, c'est que toutes ces couches supplémentaires, eh bien, c'est de l'énergie grise, c'est de la matière première, c'est du métal, c'est des matériaux qu'il faut soutenir, accrocher, etc., maintenir, entretenir. Et tout ça, c'est un bilan carbone qui est assez défavorable. Donc, essayez de ne pas se faire prendre dans les tendances lorsqu'elles ne sont pas forcément les bonnes. Maintenant, excuse-moi Bernard, est-ce que tu peux juste baisser ta main parce qu'en fait ça interfère un peu, on t'entend moins bien. Merci. Là, ça va? Oui, c'est mieux comme ça, merci. Excusez-moi. Pas de souci. Maintenant, je reviens un peu sur le quotidien de nos activités quand on s'occupe d'un bâtiment. Enfin, ce n'est pas toujours des objets, disons, brillants ou remarquables, mais c'est des objets parfois qu'on doit rénover. Ici, c'est l'exemple du gymnase d'Yverdon. Ça, c'est l'état initial. Donc, un bâtiment qui était un peu considéré comme une passoire énergétique, donc très vitré, de haut en bas, avec des verres, bien sûr, qui n'avaient pas de bonne performance. Et puis ça, c'est le bâtiment une fois rénové. Donc, ça a été fait par l'architecte CCHE à Lausanne. On voit qu'il y a des portions vitrées qui sont devenues des portions opaques. Ça, c'est des salles de classe en angle. L'objectif ici, c'était de faire que le professeur ne voit pas ses élèves à contre-jour. Et donc, chaque classe en angle est vitrée sur une seule face. Donc, ça réduit aussi les pertes thermiques et éventuellement les risques de surchauffe. En fait, la façade, elle a été retravaillée pour tenir compte des aspects ventilation, thermique d'été, thermique d'hiver. Bon, là, on voit ici, par exemple, des ouvrants. Certains sont mécanisés. On ouvre en bas et en haut, ça veut dire qu'on peut faire un flux, faire entrer l'air en bas et le faire sortir en haut. Et ça veut dire qu'en quelques minutes, pendant la pause, par exemple, on peut changer tout l'air de la salle de classe. On a aussi des protections mobiles extérieures. Ici, des stores à lames clairs. Clair parce que si on utilise des lames sombres, eh bien, on risque de réchauffer en fait, l'air qui est derrière. Ça veut dire qu'on ne peut plus ouvrir sans récupérer cette chaleur. Bon, ce sont des solutions qui ne sont pas toujours... Enfin, c'est pas très compliqué, mais là, il y a une part d'automatisme pour gérer les protections solaires et les ouvrants, pour faire que la nuit aussi, en été, on profite d'un rafraîchissement passif nocturne. Bon, ce bâtiment, qui n'est pas le plus beau bâtiment du canton de Vaud, il n'empêche que lorsqu'il a été construit, après la première année de mise en service, l'État de Vaud s'est aperçu que c'était, de tout son parc, c'était le bâtiment qui consommait le moins en kilowattheure par mètre carré. Donc c'était, bon, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut prendre des objets déjà existants et les ramener au niveau même meilleur que le neuf en fait. À l'époque, le label Minergie Eco n'existait pas encore pour la rénovation, c'est pour ça qu'il n'a pas été labellisé, mais bon, il aurait largement atteint la performance. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser? Bon, il y a l'expérience, il y a utiliser des références, se référer à des objets existants, etc. Il y a aussi des outils de simulation. Là, je vous montre l'exemple du logiciel Dial+. Dial+, c'est un logiciel que nous avons conçu et que nous maintenons à Estia, donc je ne suis pas hyper objectif dessus. J'aimerais qu'il fasse plus de choses, mais je pense qu'aussi il est très bien quand même. Alors, ici, c'est l'exemple d'une cellule dans un EMS. Vous avez la chambre, le couloir d'accès, puis normalement la salle de bain ou sanitaire derrière. Et ici, c'est deux configurations
avec quasiment la même surface offerte, et puis un système d'ouverture en façade un petit peu différent. Dans un cas à gauche, on a des ouvertures qui vont jusqu'en bas et une retombée de linteau qui est non négligeable. Et puis à droite, on a un bandeau vitré plutôt horizontal. Et on voit qu'ici, les performances, eh bien, elles sont quand même significativement différentes. Ici, en fait, ce chiffre 60%, ça veut dire que la moitié du local bénéficie de 300 lux pendant 60% du temps, pendant 60% des heures comprises entre 7h et 18h. Et là, ce chiffre montre c'est seulement 30%. Donc, on a en fait une autonomie qui est, disons, divisée quasiment par deux en termes de couverture des besoins pendant la période qu'on a considérée. Avec cet outil et avec d'autres aussi, on peut aussi faire des calculs Minergie Eco, donc voir si on arrive à passer cette barre de l'autonomie, ces 50% qui sont souhaités. Alors dans Minergie, on appelle ça le degré de réalisation, ce qui à mon avis n'est pas très intuitif, mais bon, ça correspond à l'autonomie en fait, ce que je viens d'évoquer dans l'exemple précédent. Ici, c'est le calcul tel qu'il est fait par Minergie Eco. Ça veut dire, c'est un calcul simple avec des équations, mais on peut aussi faire des simulations statiques, partielles couvertes, ou des simulations dynamiques qui prennent en compte le climat, un climat moyen. Et on a des résultats ici qui sont assez comparables, en fait, entre les deux variantes. Parfois, c'est plus avantageux de faire une simulation parce qu'on va mieux valoriser des particularités qui ne sont pas descriptibles dans la méthode, disons, de base de la SIA et des calculs utilisés par Minergie Eco. Mais donc, ces outils-là, l'intérêt, c'est de les utiliser en avant-projet sur sur quelques locaux représentatifs et de prendre des décisions, en fait, sur ces locaux et d'appliquer ces décisions aux autres locaux du bâtiment. Ici, c'était le cas aussi d'une rénovation où l'ajout d'une isolation a augmenté l'épaisseur des murs, donc on avait un problème pour éclairer le fond de pièce. Du coup, on a décidé de faire des portions vitrées à l'arrière qui donnaient sur un couloir très, très lumineux pour essayer d'atteindre justement cette valeur Minergie Eco. Alors, il y a d'autres outils qui permettent de produire des visualisations de l'espace. Et ça, c'est important pour décider les gens, pour faciliter la prise de décision du maître d'ouvrage, mais aussi pour aider les concepteurs. Moi personnellement, j'utilise beaucoup l'outil Daylight Visualizer, qui permet en fait de récupérer un fichier 3D existant, de lui affecter des matériaux. Donc chaque matériau a une photométrie, une clarté, une brillance, etc. Et puis donc de produire des visualisations. Ici, c'est un calcul en éclairement. Donc et là c'est la quantité de lumière qui arrive. Et puis ici, c'est la quantité de lumière réfléchie vers l'œil en fonction justement de la clarté des matériaux, etc. Alors, par rapport à ces images de synthèse, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des images aujourd'hui, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait que certaines de ces images sont pour le moins trompeuses. Ici, c'est toujours sur le quartier de la Confluence que j'ai trouvé cet exemple, à Lyon donc. C'est l'hôtel de région. Ça, c'était l'image du concours et qui donne en fait qui montre un appel lumineux énorme à travers des grandes baies vitrées et un atrium qui existe à l'intérieur. Puis dans la réalité, la vision qu'on a de ce bâtiment, c'est ça. Et cet obstacle du vitrage, en fait, il est toujours très important, en fait. Un vitrage, ça apparaît toujours sombre de l'extérieur. Et bon, c'est un peu trompeur, disons. Il faut faire attention à ça parce que ça peut parfois conduire à prendre des mauvaises décisions. Les visualisations aussi, l'intérêt, c'est qu'elles peuvent permettre de prendre en compte la dynamique de la lumière naturelle, donc le soleil. Ici, c'est un exemple sur lequel on a travaillé récemment avec une petite salle d'exposition. On a une variante avec un lanterneau vert clair et une variante avec un vert diffusant. Si je remets, vous voyez qu'à droite, c'est très très stable. Ça veut dire que les conditions d'éclairement sont, disons, constantes et les conditions d'observation des œuvres seront constantes, alors qu'à gauche, on a des écarts importants, on a des luminances très fortes quand le soleil est là et on va aussi potentiellement détériorer les œuvres. Donc, ces outils-là permettent
de visualiser ça et de, disons, de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Alors, ça, c'est un autre exemple qu'on a réalisé avec le bureau Arch Espace. Alors, je vais lancer la vidéo. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est un bâtiment qui se situe au pied de la colline de Saint-François, à Lausanne. Et ce bâtiment, en fait, il est très profond. Et le propriétaire n'arrivait plus à le louer, en fait, parce que les parties arrière étaient bien sûr sans lumière et ça lui posait un problème de valeur locative. Et donc, l'architecte a fait une offre, en fait, une proposition avec la création de puits de lumière sur la partie arrière, ici. Donc, il a créé 3 puits de lumière qui desservent 4 niveaux, les 4 niveaux supérieurs. Et ici, on est dans un drone qui nous fait, disons, monter dans l'un des puits de lumière et qui nous montre un peu comment ça se passe. Vous voyez ici, la lumière descend bien parce que tous les matériaux ici sont très clairs. Et ça, c'est des simulations qu'on a faites avant pour valider le fait qu'on allait mettre ces puits de lumière, pour voir si l'effet des puits de lumière était suffisant, pour voir quel était le niveau de luminance aux différents points du puits de lumière, les niveaux d'éclairement aussi, les facteurs de lumière du jour. On a aussi fait des études sur l'éclairage artificiel pour, en fin de journée ou en hiver, pendant la nuit, enfin, pendant les périodes nocturnes, apporter quand même, enfin, faire que ces puits de lumière soient une offre aussi intéressante à ce moment-là. Et ça, c'est les images du bâtiment réalisé, où on voit qu'on a vraiment une offre lumineuse qui change la donne. Avant, c'était un mur sombre, c'était la fin de l'espace, et maintenant, c'est un appel vers un espace, quand il fait beau, on a même parfois des rayons de soleil qui se matérialisent sur les matériaux du puits, sur les parois du puits, et c'est très apprécié par les utilisateurs. Alors, voilà, donc je vous ai montré quelques exemples, c'est assez rapide et c'est assez sommaire, mais si maintenant je devais résumer un peu, disons, comment je pense qu'il faudrait procéder par rapport à la prise en compte de l'éclairage naturel dans les bâtiments. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite et on ne peut pas répliquer les choses à chaque fois, mais que les architectes savent bien ça. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure et il faut s'adapter. Le bon sens doit précéder les simulations. Parfois, en fait, on peut prendre des mauvaises décisions. On pourrait deviner que c'est des mauvaises décisions et parfois on prend des bonnes décisions. Et là, si on veut les valider, on peut faire des simulations. Mais les simulations, c'est du temps, c'est une expertise, etc. Et je pense qu'il y a des tas de choses qu'on peut décider avant. Je l'ai évoqué, la lumière ne doit pas être abordée comme un sujet isolé. Il faut la relier en fait à la chaleur et qui rentre ou qui sort et au potentiel de ventilation, de gestion de la qualité de l'air. Bien sûr, on doit mettre l'usager au centre de la démarche parce que c'est lui qui va vivre et qui va voir cette lumière et qui va l'apprécier. Pour arriver à un bon projet, j'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais je pense que la complicité avec l'architecte est vraiment essentielle. Si on arrive à bien comprendre les enjeux, la marge de manœuvre de l'architecte qui, lui, est coincé entre des tas d'obligations, de coûts, de réglementations, de techniques, etc. C'est important, en fait, de l'accompagner et ça marche bien, en fait, quand il y a une forme de complicité. Ça ne marche pas toujours, hein, mais... Et puis, il faut utiliser les bons outils, en fait. Aujourd'hui, les outils existent vraiment, ça s'est développé énormément. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, on n'avait quasiment que des maquettes, en fait, pour prendre des décisions. Et bon, c'était quand même un peu rugueux comme procédé. On n'avait aucune notion on ne pouvait pas intégrer le temps, le climat, etc. Et aujourd'hui, on le peut avec les outils qui sont à notre disposition.
Donc on a vraiment la possibilité de faire des bons projets et de prévoir ce qui va se passer. Alors, un dernier point que j'ai mentionné, mais pas de façon explicite, c'est bien sûr, pour gérer la lumière naturelle, il faut des protections solaires, parce que parfois c'est trop, et ces protections solaires, bon, finalement je l'ai un peu dit en creux, il faut qu'elles soient mobiles, parce que la lumière naturelle, c'est quelque chose dont la disponibilité est très variable, ça peut être beaucoup ou très peu, et il faut pouvoir adapter ce qui va franchir les vitrages avec un système mobile, ou en tout cas qui s'adapte. Et bon, en Suisse, on n'est pas les plus mal lotis par rapport à ça, hein. Même par rapport au système automatisé ou motorisé, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire accepter par les différents intervenants. Mais c'est important, en fait. Pour gérer une solution, enfin une problématique mobile, il faut avoir une réponse mobile. Et ça revient à ces tôles perforées que j'ai montré un peu avant et qui ne sont pas des bonnes solutions. Voilà, je crois que j'ai fini. Bien, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je ne sais pas comment c'est toi, Marion, qui gère les questions? Oui, alors il y en a eu une ou deux pendant ta présentation. Donc je sais qu'il y a Michel Viss et Olivier Maillet qui sont là aussi, peut-être pour y répondre du côté Minergie si tu n'as pas la réponse. Oui. Donc il y avait une question, est-ce que les vitrages électrochromes et thermochromes nous dispensent de la présence de stores extérieurs pour respecter les exigences Minergie quant au confort estival? Alors, de mon point de vue, oui, parce qu'en fait, ces vitrages-là, quand ils sont en phase claire, la transmission lumineuse, elle est environ 60% environ, et le facteur G, il doit être à 0,3, donc ce qui est trop. Mais en phase sombre, le coefficient G descend à 0,3, pardon, à 3%, ce qui est donc en dessous des 10-15%, enfin ça dépend de la surface vitrée. Mais donc ça joue pour le coefficient G en fait. Alors peut-être que Minergie, Olivier Maillet a une réponse complémentaire par rapport à ça. Effectivement, je vais peut-être profiter de compléter ça. Merci beaucoup au passage Bernard pour l'excellente présentation. J'ai trouvé ça très informatif et bien structuré. Concernant effectivement la reconnaissance de ces verres électrochromes, c'est pas quelque chose d'usuel chez Minergie, mais c'est quelque chose qu'il est possible de prendre en compte. Il faut justifier par contre de la protection thermique estivale selon la méthode de calcul EN 17037 et aussi justement de la qualité après de l'éclairage. Il y a toute une série de questions aussi spécifiques auxquelles il faut apporter des réponses, la protection contre l'éblouissement, la qualité des couleurs, et puis les conditions de fonctionnement et d'utilisation. Mais c'est en principe possible sans que ce soit ce qu'il y a de plus usuel. Et concernant la valeur G, s'il n'y a pas une valeur G spécifique qui est fournie par le fabricant, François Beau mentionnait 0,36, c'est quasi ça, 0,37 qu'il faut saisir pour évaluer cette valeur G. Et puis les conditions de surchauffe estivale. Voilà. Donc le 0,37, c'est en phase claire en fait, hein. C'est quand le vitrage n'est pas clair. Et puis quand il est en phase sombre, plus ou moins sombre, il peut descendre beaucoup plus bas, quoi, le G. Exactement, Ouais, exactement. Est-ce que du coup vous avez répondu aussi à la question dans quel est le gain solaire en hiver avec les verres thermochromes? Alors ça, tout dépend de la gestion. Le thermochrome, on n'a pas assez de recul. J'ai pas assez de recul moi personnellement pour y répondre. Ce que je ne sais pas, c'est si j'ai pas pu expérimenter ça en hiver, savoir si le vitrage chauffait suffisamment pour s'assombrir. Et donc j'ai pas vraiment la réponse. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante et qu'il faudrait. En fait, peut-être que la documentation des fournisseurs peut donner la réponse. Je pense que s'il fait très froid à l'extérieur, il est possible que le vitrage ne s'assombrise pas et que du coup, on ait des gains solaires, peut-être souhaitables, peut-être trop à certains moments, à voir.
De toute façon, ces produits-là, on ne peut pas les mettre partout. En fait, il faut trouver l'application qui va tenir compte de leurs performances et de leurs limites. Et bon, ce n'est pas des solutions qu'on va généraliser, mais parfois, ça rend service. Merci. Du coup, dans le chat, il n'y a plus d'autres questions. J'ouvre éventuellement la discussion s'il y a des gens qui veulent allumer leur micro et poser la question en direct. Madame Stark, vous pouvez poser votre question. Merci pour votre présentation. Alors moi, j'ai pas une question, j'ai plutôt un commentaire sur le dernier exemple que vous avez pris. Et en fait, j'étais très surprise parce que c'est les locaux qu'on équipe actuellement à rue Saint-Martin, avec les puits de lumière. Voilà. Donc effectivement, ces salles de conférence, on les utilise un peu au quotidien et on se retrouve donc à l'usage, parce que vous parlez beaucoup des usagers, à ne pas mettre finalement d'éclairage parce qu'on se rend compte que c'est trop agressif. Donc on n'utilise que des puits de lumière, donc ça marche bien. Voilà. Et par contre, au niveau de la façade, donc moi j'ai vraiment le bureau en plus qui donne contre la façade. Là, on se retrouve à devoir baisser les protections solaires extérieures à 10 heures, on va dire à peu près, parce qu'on est complètement ébloui. Voilà, ça cogne et puis on est surtout très ébloui sur nos écrans. Et vous parlez de la façade donc qui donne sur la rue, hein, pas sur les qui donne puits, sur la rue, oui, ouais, qui donne sur la rue Saint-Martin, oui. Alors, nous, on n'était pas sollicités sur cette façade-là, mais est-ce que c'est quoi les protections solaires qui sont sur la façade? Des stores à lamelles orientables. D'accord, ok. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont orientables, mais du coup, on se retrouve avec finalement beaucoup de gains solaires et beaucoup trop de luminosité, et puis on se retrouve à devoir baisser et à mettre la lumière. Ah oui. Ce qui est dommage, hein, mais oui, c'est dommage. Ce qui est les stores sont assez classique. Est-ce que les lames sont claires ou est-ce qu'elles sont sombres? Et les lames sont plutôt sombres. Ah voilà. Oui. Ça peut être une des raisons pour lesquelles, quand vous baissez les lames pour bloquer le soleil, du coup, la part réfléchie sur la face supérieure des lames est pas énorme si les lames sont sombres, et du coup, ça vous pousse à enclencher l'éclairage artificiel, ce qui est vrai, qui est un peu dommage, quoi. Mais bon, ça arriverait aussi avec des stores en toile, hein, qui eux vont offrir la protection, disons, d'un fort soleil. Et souvent, ça arrive. Mais c'est la même chose avec les électrochromes, hein. Si on les met en phase vraiment sombre, il faut allumer derrière. Et puis bon, il y a aussi d'autres problèmes sur le rendu des couleurs, hein, avec les électrochromes, parce que c'est une teinte très bleue. Mais bon, ouais, c'est ça. Il faut avoir les moyens de s'adapter. Et faut avoir un moyen de réponse en fait aux agressions du soleil. Enfin, parfois c'est vécu comme des agressions, parfois non. Parfois c'est bienvenu. Mais voilà, je suis content qu'en tout cas, quelqu'un qui utilise ces locaux là, de la rue Saint-Martin confirme que l'offre des puits de lumière est une bonne offre, en fait, une amélioration du bâtiment. En tout cas, oui, nous on le vit bien, on le vit très bien. Bon, très bien. Du coup, il y a une question dans le chat entre deux de Yann Schneider. Existe-t-il une table des facteurs G des stores selon la couleur teinte? Je ne suis pas sûr. En fait, théoriquement, bon, tout dépend si on parle des stores à lame ou des stores en tissu. En tissu, en fait, il y a plusieurs valeurs qu'on peut utiliser. Il y a le taux de perforation qu'il faut doser en fonction des activités qu'on va avoir à l'intérieur des locaux. Et parfois, il ne faut pas dépasser, si on a une activité exigeante, il ne faut pas dépasser 2% de taux de perforation, donc de transparence de ces stores. Mais après, il y a la teinte du tissu qui joue, il y a la diffusion, enfin, sa capacité à diffuser le flux. Il ne faut pas que ça diffuse trop parce que ça peut devenir éblouissant aussi. En fait, normalement, pour ce qui est des stores en toile, c'est quand même assez bien documenté par les fabricants. Par contre, pour les stores à lame, en fait, c'est juste qu'on considère que le facteur G est correct puisqu'on peut bloquer tous les rayons solaires à n'importe quelle hauteur. Donc, en fait, en fait, il faudrait faire une étude pour chaque couleur, pour chaque position du soleil, chaque position de la lame et tout. Et ça, je ne crois pas que ça existe. Enfin, il n'y a pas d'études qui sont faites et qui sont données pour chaque
produits existants sur le marché. En tout cas, les stores à lame ont un coefficient G qui permet de garantir que ça passe la norme, je ne me rappelle plus le numéro de la norme SIA qui gouverne ce facteur G en fonction de la quantité de vitrage, enfin, la proportion vitrée. Mais ça répond à ça, hein, quelle que soit la couleur du store. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors pour les histoires de teintes, de couleurs, de lames, etc., si c'est intérieur-extérieur, si jamais nous on avait développé dans notre bureau chez BIF, alors en fonction des typologies de store, des indications de facteur G. Après, vous pouvez la retrouver, la fiche technique sur notre site internet. Mais justement, en fonction si c'est du double verre, verre absorbant, toile intérieure sombre, toile intérieure claire. Après, c'est des valeurs G indicatives. Oui. Ça peut peut-être déjà donner des indications à certains. Nous, en tout cas, on l'utilise beaucoup. Et puis, ça permet d'avoir déjà une première approche. Mais c'est pas basé sur des études. Nous, c'est plutôt basé sur notre expérience et puis un peu aussi avec les fabricants de store. Qui nous donne un petit peu les valeurs, quoi. Mais en fait, c'est complexe parce qu'effectivement, il y a le type de vitrage, l'emplacement du store, s'il est éloigné ou pas, s'il est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a. Ouais, enfin bon, il y a plein de paramètres, il y a plein de possibilités. Ouais. Et c'est bien. Alors, si vous avez des infos là-dessus, moi, j'irai les voir. Ouais, pas de souci. Moi, j'ai peut-être encore une question. Pardon. Oui. J'en profite. Concernant justement les protections mobiles extérieures, on se rend compte en tant que bureau d'ingénieur que les architectes enfin ça dépend de quels architectes, mais il y a quand même une tendance à ne plus avoir de store à lamelles et puis nous on est tenu de faire des calculs, simulations, etc. pour prouver que ça marche. Et puis souvent ça marche pas et puis du coup il n'y a pas trop d'autres solutions que de mettre du store à lamelles. Vous avez un peu quel avis et quel œil là-dessus sur l'absence de store à lamelles? Écoutez, en fait, moi, je pense que c'est une très très bonne réponse à la protection solaire, le store à lamelles. J'ai les mêmes retours que vous. En fait, les architectes sont un peu lassés de cette solution parce que ce qu'on voit de leur façade, c'est un produit en fait. Et on voit du Schenker et c'est un peu trop présent. Et c'est toujours assez monotone, hein, cette horizontalité, etc. Et bon, j'ai exactement les mêmes retours, en fait. Souvent, en fait, les concepteurs pensent que ils aimeraient trouver d'autres solutions. Et moi, je pense que c'est quand même une très bonne solution, le store à lame. C'est difficile de dire que c'est meilleur, mais en tout cas, ça offre une grande flexibilité parce qu'on peut couper le soleil sans couper la vue. Par exemple, quand le soleil est un peu haut, on peut avoir les lames en position horizontale et on voit à l'extérieur. On peut aussi avoir une partie de la lumière qui réfléchit au plafond, donc ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans le noir si les lames sont claires. Et puis, on peut surtout répondre à chaque instant, disons, de la saison ou de la journée. Mais c'est vrai que ça a une esthétique et aussi une... Comment dire, ça impose des contraintes. Hein, quand on a des grandes fenêtres, des hauteurs importantes, eh bien, on n'arrive pas à trouver les stores qui vont tenir au vent, etc. Il faut s'assurer qu'on va prendre la bonne qualité et tout. Il n'y a pas de miracle, mais moi, je considère que c'est une solution quand même très performante. Et en fait, quand on regarde le marché de la Suisse, c'est une solution qui est très développée. Et dès qu'on franchit la frontière ou qu'on va en France ou en Italie, on voit que les stores à lames, c'est considéré comme des objets de luxe ou qu'on ne peut pas se payer. On a la chance en Suisse d'avoir des budgets en fait, pour le bâtiment qui sont accordés, disons, on ne voit pas tout comme une dépense, on voit aussi beaucoup de choses comme des investissements ou des placements pour avoir un bâtiment qui va bien se comporter, qui va être performant au niveau énergétique, etc. Et cette solution des stores à lames, on a oublié, mais moi, il m'est arrivé de faire venir des gens d'autres pays qui disaient « Oh là là, vous avez des stores à lames dans vos bureaux » et pourtant, ce n'est pas les objets les plus complexes, hein, ils sont avec une manivelle, etc. Mais déjà ça les impressionnait. Donc en fait, c'est quand même une solution
c'est une solution de qualité, disons, qui a des inconvénients, disons, esthétiques, ça c'est sûr. Mais moi, je la recommande quand même dans beaucoup de cas. Voilà. Aussi, en fait, l'avantage des stores à lame par rapport aux stores en toile, c'est qu'en fait, on peut, par exemple, la nuit, mettre les stores en position baissée, avec les lames presque fermées, et puis avoir de l'air qui passe à travers. Et ce qui n'est pas le cas avec les stores en toile, où on bloque le trajet d'air. Et puis, quand il fait chaud, en été, le matin, par exemple, si on bloque le soleil, on peut quand même profiter de l'air extérieur qui est un petit peu frais pour ventiler, ce qui ne va pas être le cas avec un store en toile qui va accumuler de l'air chaud derrière, etc. Mais bon, je ne suis pas là pour faire donner des notes hein, sur ces produits, mais disons, chaque produit peut avoir des applications où il va être parfait parce qu'il va répondre aux problématiques techniques, aux problématiques climatiques, aux problématiques esthétiques, etc. Et à chaque fois, il y a des choix qui doivent être faits en dosant, disons, l'importance de chacun des thèmes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, très bien, je vous remercie. Parfait, merci beaucoup à toutes et tous. Merci Bernard et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Merci de votre patience. Merci Bernard, bon après-midi tout le monde. Bon après-midi. Au revoir.